KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Elle n'est pas une esclave, mais finalement, elle fait partie de la familia de Plotius, et, vu qu'elle est une enfant abandonnée, elle peut être considérée comme alumna. Plotius pourrait te la céder s'il le voulait. Alors, tu ne connais pas Pomponia Graecina. D'ailleurs, tous les deux se sont attachés à elle comme à leur propre enfant. Je connais Pomponia, un vrai cyprès. Si elle n'était pas la femme d'Aulus, on pourrait la louer comme pleureuse. Depuis la mort de Julia, elle n'a pas quitté la sombre Stola et semble déjà, de son vivant, marcher dans une prairie constellée d'asphodèles. Elle est, de surcroît, univira, et donc, parmi nos femmes 4 et 5 fois divorcées, elle est, en même temps, un phénix. Mais à propos, as-tu ouï dire que le phénix serait réellement ressuscité en ce moment en Haute-Égypte, ce qui ne lui arrive pas plus d'une seule fois en 500 ans? Pétrone, nous parlerons du phénix une autre fois. Que puis-je te dire, mon cher Marc? Je connais Aulus Plotius, qui, bien qu'il blâme mon mode de vie, a un certain faible pour moi. Peut-être même a-t-il plus d'estime pour moi que pour bien d'autres, car il sait que je n'ai jamais été un délateur comme Domitius Affaire, Tigelin et toute la bande des amis d'Aénobarbe. Sans me poser en stoïcien, j'ai tout de même désapprouvé certains procédés de Néron sur lesquels Sénèque et Burrus ont fermé les yeux. Si tu penses que je peux obtenir pour toi quelque chose d'Aulus, alors je suis à ton service. Je pense que tu le peux. Tu as de l'ascendance sur lui, et de plus, ton esprit a des ressources inépuisables. Si tu te penchais sur la question et parlais à Plotius. Tu te fais une trop haute idée de mon ascendant et de mon esprit. Mais s'il ne s'agit que de cela, alors je parlerai à Plotius dès qu'ils seront de retour en ville. Ils sont rentrés il y a 2 jours. En ce cas, allons dans le triclinium où nous attend le petit déjeuner, puis, après nous être restaurés, nous nous ferons porter chez Aulus. Tu m'as toujours été sympathique, répliqua Vinicius avec vivacité. Mais maintenant, j'ordonnerai sans doute de placer ta statue parmi mes lards. Tiens, une statue aussi belle que celle-ci, et je déposerai des offrandes à ses pieds. Ayant dit cela, il se tourna vers le statut qui ornait tout un mur de la salle de réunion et montra de la main une statue de Pétrone en Hermès, le caducée à la main. Puis il ajouta « Par la lumière d'Hélios, si le divin Alexandre te ressemblait, alors on ne saurait nous étonner d'Hélène. » Il y avait dans cette exclamation autant de sincérité que de flatterie. En effet, quoique plus âgé et moins athlétique, Pétrone était même plus beau que Vinicius. Les femmes, à Rome, admiraient non seulement la finesse de son esprit et son goût, qui lui avait valu le qualificatif d'arbitre de l'élégance, mais aussi son corps. On pouvait lire cette admiration sur le visage de ces jeunes filles de Cos qui agençaient les plis de sa toge. L'une d'elles, du nom d'Eunice, qu'il aimait secrètement, le regardait dans les yeux avec humilité et émerveillement. Mais lui ne leur prêtait pas attention. Tout en souriant, il cita, pour toute réponse, une expression de Sénèque concernant les femmes. Animal, impudence, etc. Puis, posant son bras sur les épaules de Vinicius, il l'emmena dans le triclinium. Dans l'unctorium, les 2 jeunes Grecs, les Phrygiennes et les 2 négresses se mirent à ranger les épilychnia à parfum. Mais, à cet instant, de derrière la portière légèrement écartée, du côté du frigidarium, apparurent les têtes des balnéatores et l'on entendit un léger « psst ». À ce signal, une des jeunes grecques, les Phrygiennes et les 2 Éthiopiennes firent un bond et disparurent en un clin d'œil derrière la portière. Dans les termes commençait un moment débat et de débauche que ne réprimait pas l'inspecteur, étant donné qu'il avait lui-même maintes fois pris part à des licences semblables. D'ailleurs, Pétrone lui aussi s'en doutait,
mais en homme indulgent et n'aimant pas sévir, il feignait de ne pas le voir. Seule Eunice était restée dans l'onctorium. Pendant un moment, elle tendit l'oreille et écouta les voix et les rires qui s'éloignaient en direction du laconium. Puis, soulevant l'escabeau à revêtement d'ambre et d'ivoire sur lequel Pétrone s'était assis il y avait un instant, elle le rapprocha avec précaution de la statue de son maître. L'onctorium était inondé de la lumière des rayons solaires et des couleurs réfléchies par les marbres irisés du revêtement des murs. Eunice monta sur l'escabeau et, se trouvant à la hauteur de la statue, elle jeta soudain ses bras autour de son cou, puis, ayant rejeté en arrière ses cheveux dorés, et blottissant son corps rose contre le marbre blanc, elle pressa fougueusement sa bouche contre les lèvres froides de Pétrone. Après le repas, appelé petit déjeuner, que les deux hommes avaient commencé à un moment où le commun des mortels avait depuis longtemps fini le prandium de midi, Pétrone proposa un petit somme. Selon lui, il était encore trop tôt pour faire des visites. Il y avait à vrai dire des gens qui commençaient à rendre visite à leurs amis au lever du jour, considérant cela, au surplus, comme une ancienne coutume romaine, mais lui, Pétrone, estimait que c'était une coutume barbare. Les heures de l'après-midi étaient les plus convenables, et encore, pas avant que le soleil ne fût passé du côté du temple de Jupiter Capitolin et n'eût commencé à éclairer le forum de biais. En automne, il pouvait encore faire chaud, et les gens rassasiés dormaient après leur repas. En attendant, il était agréable d'écouter le bruissement de la fontaine dans l'atrium et, après le millier de pas obligatoire, de s'assoupir dans la lumière rouge filtrée par le vélarium pourpre à demi tiré. Vinicius donna raison à Pétrone, et ils décidèrent de marcher un peu. Ce faisant, ils parlèrent nonchalamment de ce qui se passait au Palatin et en ville, tout en philosophant quelque peu sur la vie. Puis, Pétrone se rendit au cubiculum, mais il ne dormit pas longtemps. Au bout d'une demi-heure, il en ressortit et, ayant demandé qu'on lui apportât de la verveine, il se mit à la humer et à s'en frictionner les mains et les tempes. « Tu ne peux pas savoir comme cela revigore et rafraîchit, dit-il. Maintenant, je suis prêt. » La litière attendait depuis longtemps. Ils y entrèrent donc et se firent porter au Vicus Patricius, à la maison d'Aulus. L'insula de Pétrone se trouvait sur le versant sud du Palatin, dans les parages de ce que l'on appelait les Carinés. Le chemin le plus court passait donc en contrebas du forum, mais comme Pétrone voulait à l'occasion entrer chez l'orfèvre Idomène, il donna l'ordre qu'on les portât par le Vicus Apollonis et le forum dans la direction du Vicus Sceleratus, à l'angle duquel il se trouvait plein de boutiques de toutes sortes. D'énormes nègres soulevèrent la litière et se mirent en marche, précédés par des esclaves appelés pédisséquis. Pendant quelque temps, Pétrone, gardant le silence, porta à ses narines ses mains embaumant la verveine et parut réfléchir à quelque chose. Au bout d'un moment, il dit « Il me vient à l'esprit que si ta nymphe des bois n'est pas une esclave, alors elle peut quitter la maison des Plotius et s'installer chez toi. Tu l'entourerais d'amour et la comblerais de richesses, tout comme je l'ai fait avec ma Chrysothémis adorée dont, entre nous, je me suis lassée au moins autant qu'elle de moi. » Marcus hocha la tête. « Non, s'étonna Pétrone. Dans le pire des cas, l'affaire serait portée devant l'empereur, et tu peux être sûr que, grâce à mon influence, notre barbe d'airain prendrait fait et cause pour nous. » « Tu ne connais pas Ligie, rétorqua Vinicius. Alors, permets-moi de te demander si tu la connais, toi, autrement que de vue. Lui as-tu parlé ? Lui as-tu avoué ton amour ? Je l'ai vue une première fois à la fontaine, puis je l'ai rencontrée encore à 2 reprises. N'oublie pas que, durant mon séjour chez les Aulus, j'étais logée dans la villa latérale affectée aux hôtes, et, ayant le bras démis, je ne pouvais prendre place à la table commune.
Ce n'est qu'à la veille du jour annoncé de mon départ que j'ai, lors du souper, rencontré Ligie. Mais je n'ai pu lui adresser un seul mot. J'ai dû écouter Aulus et ses récits sur ses victoires remportées en Bretagne, puis sur le déclin des petites exploitations en Italie, déclin que Licinus Tolo avait déjà essayé de prévenir. Je ne sais au juste si Aulus est capable de parler d'autre chose, et je ne pense pas que nous puissions nous y dérober, à moins que tu ne veuilles prêter l'oreille à ses doléances sur les mœurs efféminées de nos jours. Il y a chez eux des faisans dans les volières, mais ils ne les mangent pas, partant du principe que tout faisan consommé rapproche la fin de la puissance romaine. La deuxième fois, j'ai rencontré Ligie près de la citerne du jardin, avec, dans la main, un roseau fraîchement cueilli, dont elle trempait la hampe dans l'eau pour en arroser les iris poussant alentour. Regarde mes genoux. Sur le bouclier d'Héraclès, je t'insure qu'ils ne tremblaient pas lorsque des nuées de parthes fonçaient en rugissant sur nos manipules. Mais, auprès de cette citerne, ils ont tremblé. Troublé comme un jeune garçon qui porte encore la bulle au cou, je quémandai seulement de mes yeux un peu de pitié, sans pouvoir prononcer un seul mot. Pétrone le regarda avec comme une pointe de jalousie. « Homme heureux, dit-il. Même si le monde et la vie étaient incomparablement plus mauvais, un seul bien éternel y resterait, la jeunesse. » Au bout d'un moment, il demanda « Et tu ne lui as pas adressé la parole ?»« Si. Ayant un tant soit peu repris mes esprits, je lui ai dit que j'étais rentré d'Asie, que je m'étais démis le bras à l'entrée de la ville, mais que, au moment où il me fallait quitter cette maison hospitalière, je m'apercevais que la souffrance y avait un plus grand prix que la volupté partout ailleurs, que la maladie y avait plus de prix que la santé partout ailleurs. Elle écoutait mes paroles, elle aussi troublée et la tête baissée, tout en dessinant quelque chose de son roseau sur le sable safran. Puis elle releva les yeux, regarda encore une fois les signes tracés, puis, encore une fois, posa son regard sur moi comme si elle voulait me demander quelque chose, puis soudain elle s'est enfuie, comme une hamadryade devant un faune stupide. Elle doit avoir de beaux yeux, comme la mer, et je m'y suis noyée comme dans la mer. L'archipel, crois-moi, est moins bleu. Au bout d'un moment, le petit Plotus est accouru et a commencé à me demander quelque chose, mais je n'ai pas compris ce qu'il voulait. « Oh, Athéna !» s'exclama Pétrone. « Ôte des yeux de ce garçon le bandeau que lui a noué Eros, sinon il se fracassera la tête contre une colonne du temple de Vénus. » Puis il se tourna vers Vinicius. « Ô toi, bourgeon printanier de l'arbre de vie, toi, premier rameau de vigne, je devrais ordonner de te porter non pas chez les Plotius, mais à la maison de Gélosius, où il y a une école pour les garçons qui n'ont pas conscience de la vie. Où veux-tu en venir, au juste ? Qu'a-t-elle tracé sur le sable ? N'était-ce pas le nom de l'amour ? Ou bien un cœur transpercé de son trait, ou encore quelque chose qui laisserait entendre que les satyres ont déjà chuchoté à l'oreille de cette nymphe divers secrets de la vie ? Comment pouvait-on ne pas regarder ces signes ? « J'ai endossé la toge il y a plus longtemps que tu ne le penses, répliqua Vinicius. Et avant même que ne soit accouru le petit Plotus, j'ai examiné attentivement ces signes. Je sais, en effet, qu'en Grèce aussi bien qu'à Rome, les jeunes filles dessinent parfois sur le sable ce que n'ose prononcer leur bouche. Mais devine ce qu'elle a tracé. Si c'est autre chose que ce que je t'ai dit, alors je ne le devinerai pas. Un poisson. Que dis-tu ? Je dis bien un poisson. Cela voulait-il dire qu'un sang-froid coule encore dans ses veines ? Je ne saurais le dire. Mais toi qui m'as comparé à un bourgeon printanier de l'arbre de vie, tu sauras sans doute mieux que moi comprendre ce signe ? Carissime, c'est Pline que tu dois interroger à ce sujet. Elle s'y connaît en poisson. Si le vieil Apicius vivait encore, il eût peut-être lui aussi su te dire quelque chose, étant donné qu'il a mangé au cours de sa vie plus de poissons que ne peut en contenir en une fois le golfe de Naples. La conversation s'interrompit,
car ils étaient entrés dans une rue grouillante de monde et le vacarme les empêcha de s'entendre. Par le Vicus Apollinis, ils débouchèrent sur le Forum Romanum, où, par beau temps, avant le coucher du soleil, on voyait des foules d'oisifs venus ici pour flâner parmi les colonnes, pour porter les nouvelles et en écouter, pour regarder passer les litières avec des personnages illustres et enfin, pour jeter un coup d'œil dans les bijouteries, au comptoir des changeurs, dans les magasins de soieries, d'articles de bronze et autres, nombreux dans les maisons qui occupaient une partie du marché en face du Capitole. La moitié du forum, juste en contrebas du château, était déjà plongée dans l'ombre. En revanche, les colonnes des temples, se dressant plus haut, apparaissaient éclatantes de lumière sur le fond de l'azur du ciel. Celles des édifices situés plus bas projetaient des ombres allongées sur les dalles de marbre. Il y en avait tant partout que le regard s'y perdait comme dans une forêt. On eût dit que toutes ces constructions et ces colonnes se sentaient à l'étroit les unes avec les autres. Elles s'étageaient les unes au-dessus des autres, couraient à droite et à gauche, escaladaient les collines, se blottissaient contre les murs du château, ou bien l'une contre l'autre à l'instar de troncs d'arbres plus ou moins gros ou fins, dorés ou blancs, tantôt s'épanouissant sous les architraves en feuilles d'acanthe, tantôt s'enroulant en volutes ioniques ou encore surmontés d'un simple carré dorique. Au-dessus de cette forêt brillaient des triglyphes multicolores, des statues de dieux émergeaient des tympans, des quadriges ailés, dorés, semblaient vouloir s'envoler des frontons dans les airs, dans cet azur silencieux suspendu au-dessus de cette agglomération compacte de temples. Au milieu du marché et sur ses bords s'écoulait un flot humain. Des foules se promenaient sous les arcades de la basilique de Jules César. Des foules aussi étaient assises sur les marches du temple de Castor et Pollux et erraient autour du petit temple de Vesta, semblables sur ce fond de marbre à des essaims multicolores de papillons ou de scarabées. D'en haut, par d'énormes marches, du côté du temple dédié à Jovi Optimo Maximo, déferlaient de nouvelles vagues humaines. Près des rostres, on écoutait des orateurs occasionnels. Ça et là, on entendait les boniments bruyants des marchands de fruits, de vin ou d'eau mélangée à du jus de figue, des charlatans vendant leurs remèdes miraculeux, des devins, des voyageurs de trésors cachés, des interprètes de songes. Par-ci, par-là, au brouhaha des conversations et des interpellations, se mêlaient les sons de sistres, de sambuques égyptiennes ou de flûtes grecques. À tel ou tel endroit, des malades, des personnes pieuses ou des affligés portaient des offrandes au temple. Parmi les gens, sur les dalles de pierre, se posaient des bandes de pigeons, impatients de picorer les grains des offrandes, semblables à des taches mouvantes, bigarrées et sombres, qui brusquement s'envolaient dans un grand bruissement d'ailes pour s'abattre aussitôt sur les espaces désertés par la foule. De temps en temps, des groupes de gens s'écartaient pour laisser passer des litières dans lesquelles on voyait de fins visages de femmes ou des têtes de sénateurs ou de guerriers, aux traits comme figés ou usés par la vie. Une population cosmopolite clamait leur nom, les accompagnant de sobriquets, de railleries ou de louanges. Parfois, des détachements de soldats ou de vigiles chargés de veiller au bon ordre dans les rues se frayaient un passage parmi les groupes désordonnés et avançaient d'un pas cadencé. On entendait parler en grec tout autant qu'en latin. Vinicius, qui n'avait pas été depuis longtemps dans la ville, regardait avec une certaine curiosité ce fourmillement humain et ce forum romanum qui, tout à la fois, régnait sur la vague du monde et en était submergé et que, devinant la pensée de son compagnon, Pétrone qualifiait de nid de Quirite sans Quirite. Et réellement, l'élément indigène disparaissait presque dans cette foule composée de toutes les races et de tous les peuples. On y voyait des Éthiopiens, des géants du nord lointain aux cheveux blonds, des Bretons, des Gaulois, des Germains, des habitants de la Sérique aux yeux bridés, des gens des bords de l'Euphrate et des rives de l'Indus aux barbes teintes couleur brique, des Syriens des bords de l'Oronte aux 12 yeux noirs, des habitants des déserts d'Arabie n'ayant que les os et la peau, des Juifs à la poitrine cave,
des Égyptiens avec un éternel sourire indifférent aux lèvres, des Numides et des Africains, des Grecs de l'Hélade qui régnaient sur cette ville sur un pied d'égalité avec les Romains, mais par leur savoir, leur art, leur sagesse et leur fourberie, et des Grecs des îles et d'Asie mineure, et d'Égypte et d'Italie, et de la Gaule narbonnaise. Dans la foule d'esclaves aux oreilles percées, il ne manquait pas non plus de gens libres, oisifs, que l'empereur amusait, nourrissait et même habillait, et de nouveaux venus attirés dans l'immense ville par la facilité de la vie et les possibilités de faire fortune qu'elle offrait. Il ne manquait pas non plus de marchands et de prêtres de Sérapis, palmes dans la main, et de prêtres d'Isis sur les autels de laquelle on déposait plus d'offrandes qu'au temple de Jupiter capitolin, et aussi de prêtres de Cybèle, portant dans la main des gerbes dorées de riz, de même que de prêtres de dieux itinérants, de danseuses orientales à mitres aux couleurs criardes, de vendeurs d'allumettes et de charmeurs de serpents, et de mages de Chaldée, et enfin, de gens sans aucune activité qui, toutes les semaines, venaient dans les greniers des bords du Tibre quémander du blé, se battaient dans les cirques pour des billets de loterie, passaient leur nuit dans des maisons invariablement croulantes du Transtévère, et, les jours ensoleillés et chauds, sous les cryptoportiques, dans les salles gargotes de Subur, sur le pont de Milvius ou bien devant les insulae des puissants où on leur jetait de temps en temps des reliefs de la table des esclaves. Pétrone était bien connu de ces foules. Aux oreilles de Vinicius parvenait continuellement l'exclamation « Hic est ! C'est lui !» On l'aimait pour sa générosité. Sa popularité avait grandi surtout depuis que l'on avait appris qu'il était intervenu auprès de César contre la peine de mort à laquelle était condamnée toute la familia, c'est-à-dire tous les esclaves sans distinction de sexe et d'âge, du préfet Pedanius Secundus, et cela parce que l'un d'eux avait, dans un mouvement de désespoir, tué cet homme cruel. Pétrone avait, à vrai dire, répété fort que cela lui était bien égal et qu'il en avait parlé à César qu'en privé, en tant qu'arbitre du bon goût dont les sentiments esthétiques s'insurgeaient contre ce massacre barbare, digne de certains Scythes, mais non pas des Romains. Il n'en restait pas moins que le peuple, que ce massacre avait indigné, aimait Pétrone depuis lors. Lui ne s'en souciait guère. Il se souvenait que ce peuple avait aussi aimé Britannicus, que Néron avait empoisonné, et Agrippine, qu'il avait fait assassiner, et Octavie, que l'on avait étouffé sur la Pandateria après lui avoir ouvert les veines dans la vapeur chaude, et Rubellius Plotus, que l'on avait exilé, et Thraséas, dont chaque jour pouvait être celui de sa condamnation à mort. L'amour du peuple pouvait être plutôt considéré comme un signe de mauvais augure, et Pétrone, le sceptique, était en même temps superstitieux. Il méprisait le peuple doublement, et comme aristocrate, et comme esthète. Des gens qui sentaient la fève grillée qu'ils portaient sur eux et qui, de plus, étaient éternellement enroulés et suants d'avoir joué à la mora dans les coins des rues et sous les péristyles, ne méritaient pas d'être appelés des hommes. Aussi, sans répondre aucunement ni aux applaudissements ni aux baisers qu'on lui envoyait de ci de là, relatait-il à Marcus la mésaventure de Pédanius, raillant en l'occurrence la versatilité de la populace des rues qui, le lendemain du jour où elle s'était dangereusement insurgée, applaudissait Néron se rendant au temple de Jupiter Stator. Mais devant la librairie d'Avirunus, il ordonna de s'arrêter et descendit de la litière pour aller acheter un manuscrit luxueux qu'il remit à Vinicius. « C'est un cadeau pour toi, dit-il. »« Merci, répondit Vinicius. Puis, ayant jeté un coup d'œil au titre, il demanda « Le Satyricon ? Voilà quelque chose de nouveau. De qui est-ce ? » ?»« De moi. Mais moi, je ne veux pas suivre l'exemple de Rufinus dont je devais te raconter l'histoire, ni celle de Fabricius Veiento. C'est pourquoi personne ne le sait. Et toi, n'en souffle mot à quiconque. »« Tu m'avais pourtant dit que tu n'écrivais pas de vers, remarqua Vinicius en jetant un coup d'œil au texte, alors que j'y vois une prose qui en est abondamment émaillée. Quand tu le liras, prête une attention particulière au festin de Trimalcion. Quant aux vers, je m'en suis dégoûté depuis que Néron écrit une épopée. Vois-tu, quand Vitellius veut se soulager,
Il utilise un bâtonnet d'ivoire qu'il s'introduit dans la gorge. D'autres se servent de plumes de flamand trempées dans l'huile ou dans une décoction de serpolet. Moi, en revanche, je lis les poésies de Néron. Et l'effet est immédiat. Je peux ensuite les louer, sinon avec la conscience tranquille, du moins avec l'estomac vide. Sur ces mots, il fit de nouveau arrêter la litière devant la boutique de l'orfèvre Idomène, puis, l'affaire des gemmes étant réglée, il ordonna qu'on le portât directement à la maison d'Aulus. Chemin faisant, je te raconterai, comme illustration de ce qu'est l'amour-propre d'un auteur, l'histoire de Rufinus, dit-il. Mais avant même qu'il ne l'entamât, ils tournèrent dans le Vicus Patricius et se trouvèrent bientôt devant la demeure d'Aulus. Un jeune et robuste janitor leur ouvrit la porte menant à l'ostium, au-delà de laquelle une pie enfermée dans une cage les accueillit bruyamment du mot « Salve ». C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.